bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Christophe, un grand merci d'être avec nous ce soir. On est très honorés, mais aussi très heureux que tu sois là, Monsieur le Ministre. Ce soir, Christophe est l'invité du Club d'Iéna dans la série des grands témoins. On a invité Jean-Pierre Raffarin. Il était temps qu'on invite Christophe. Jean-Pierre Raffarin, Michel Barnier, bien sûr Édouard Philippe. Donc c'est une succession soit d'hommes politiques, soit de personnalités dans le monde de l'économie, soit dans le monde du droit, qui parlent, auxquels on demande de parler de leur expérience concrète, vécue, qui est quelque chose à dire et pas théorique. Et ce sont des séquences très brèves, 1h15, 1h30 maximum, et très très interactives. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez vu, il est arrivé avec un dos. Ah mais il est là-bas. Donc il peut répondre à tout. Le ministre peut répondre à tout. Et sans langue de bois. Il n'y a pas de journaliste, on est très libre et on dit tout ce qu'on veut dire. Alors, exceptionnellement, ce soir, cette réunion est organisée en coopération, en collaboration avec le Cercle Montesquieu. Et je suis très heureux de saluer le président du Cercle Montesquieu, M. Martial, et je vais lui céder la parole immédiatement pour qu'il dise 2 mots du Cercle. Très très court. Merci Louis. Un grand merci d'abord Louis et au Club Iéna de nous associer à ce premier événement pour le Cercle Montesquieu. C'est pour nous assez fondamental. Le sujet est fondamental pour nous parce que le Cercle Montesquieu représente les directeurs juridiques, à peu près 650 directeurs juridiques français et secrétaires généraux. Et nous avons tous dans nos fonctions la RSE, la CSRD, la sustainability, pour ceux qui parlent un peu anglais. Donc, c'est un sujet qui nous préoccupe au premier chef. Donc, merci, Monsieur le Ministre et cher Christophe. Et puis, ça me ravit encore plus sur ce premier partenariat de le faire avec Christophe Béchu, l'angevin que je suis et qui suit Christophe Béchu depuis très longtemps. Donc, c'est un concours de circonstances, mais en tous les cas, je suis ravi de le faire avec Christophe Béchu. Et pour lancer un peu le débat peut-être et lancer la conversation, comme mes parents habitent encore Angers, moi, je peux dire que Christophe Béchu, c'est à la fois un maire qui bouge, modifie sa ville, mais surtout qui l'embellit. Et je crois qu'à Paris, certaines pourraient s'en inspirer. Bon, Christophe, alors, juste un mot pour te présenter, parce que tu ne vas pas te présenter toi-même. Hein. Alors là, j'ai la liste de tout ce que tu as fait. Mais alors attention. Hein. Écoutez, je vais vous dire en 2 mots ce qui m'a frappé, parce qu'on pourrait parler des heures de Christophe. Mais à 51 ans, Christophe a un parcours exceptionnel. Bon, il est diplômé de Sciences Po, il a un DEA de droit public. Bon, nul n'est parfait, il n'a pas fait de droit privé. Mais il a surtout, en 20 ans, exercé pratiquement toutes les fonctions que la République peut offrir, toutes les fonctions politiques que la République peut offrir, à l'exception d'une seule députée. Il n'a jamais été député. Mais alors, j'ai la liste, je ne vais pas me tromper là. Conseiller municipal d'opposition, d'abord. C'est difficile, ça, hein, pour ceux qui savent, il y a des maires dans la salle. Conseiller municipal d'opposition, puis maire d'Angers en 2014, réélu au premier tour en 2020 avec 58% des voix, ce qui est exceptionnel dans une grande ville. Président d'Angers Loire Métropole, la métropole d'Angers, conseiller général, puis président du conseil départemental, plus jeune président de France, le conseil départemental, conseiller régional, député européen, sénateur. Moi, je n'ai pas fait un dixième de tout ça. Je crois que c'est pris de retard. Sénateur, et puis d'abord ministre délégué, puis ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires entre juillet 2022 et septembre 2024. C'est une expérience politique locale, nationale, européenne, qui est très rare. Je ne crois pas qu'il y ait, je pense qu'il est le seul homme politique français à avoir réuni toutes ces facettes. Et qui donne un regard tout à fait en surplomb par rapport à nos institutions, au rapport qu'elles entretiennent entre elles et finalement à la vie politique en général. Donc nous avons un homme rare avec nous, donc nous allons apprendre beaucoup de choses. Moi, il y a 2 choses dont je voudrais parler dans cette présentation pour ne pas être trop long. La première, c'est que
Christophe a innové. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. L'expérience qu'il a eue, cette expérience politique, lui a permis d'aller un peu plus loin et d'offrir autre chose que ce qu'on offre en général. Il a créé, peut-être que tout le monde ne le sait pas ici, moi je trouve que c'est très important, une association qui s'appelle la République des maires. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Il m'a nommé trésorier de la République des maires. Il m'a fait l'honneur de me nommer trésorier. Personne n'en voulait de ce poste. Mais pour vous dire, c'est tout à fait exceptionnel et je crois que ça répond à une attente de nos concitoyens. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'était pas pour placer des gens à des postes. Ce n'était pas pour défendre une idéologie théorique, etc., sans intérêt particulier. De toute façon, les gens n'y croient plus. C'était pour échanger des bonnes pratiques d'élus. Comment est-ce qu'on installe un verger municipal? Comment est-ce qu'on attire une maison médicale? Comment est-ce qu'on attire des subventions européennes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça fonctionnait très très bien. Et c'est vraiment, ça existe toujours, c'est vraiment original. C'est une nouvelle façon de faire de la politique. Et ça, cette République des maires, ça a servi de base à un nouveau parti politique qui s'appelle Horizon. C'est pour ça que quand on parle d'Horizon, on parle d'un parti de maires, d'un maire, de conseillers généraux, d'élus locaux. Et ce parti Horizon, proche des territoires, c'est sa spécificité, mais il en est devenu très logiquement le secrétaire général. Après, il y a deux choses dont je voudrais encore vous parler rapidement. C'est deux défis qu'il a relevés. Martial a parlé du premier, maire d'Angers. Quand vous allez à Angers, moi j'ai vu Angers avant, après. Je ne savais pas qu'il était maire d'Angers la première fois que j'y suis allé. Mais quand j'ai retrouvé Angers avec comme maire Christophe, c'était une autre ville. Il a transformé sa ville, il n'a pas seulement géré sa ville. Et pour un maire, on sait ce qui fait la différence entre gérer et transformer. C'est difficile de transformer sa ville. Il y a plein d'obstacles. Il y a plein d'obstacles. Et pour y arriver, il faut être un maire exceptionnel. Et j'espère qu'il va nous parler un peu de la façon dont il s'y est pris. Et puis la deuxième chose, c'est le ministre. Alors moi, je l'ai vu tout à fait au début. Au début, il était ministre délégué. Puis les hasards de la vie politique ont fait qu'il a été bombardé ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires. Alors là, c'était un ministère impossible. Pourquoi? Je vais vous dire. Quand je l'ai vu, d'abord, on lui a adjoint 2 ministres délégués et 2 secrétaires d'État. Donc ça fait déjà beaucoup de monde. Ensuite, pour ceux qui savent un peu connaissent un peu l'administration de la transition écologique, il y a énormément d'autorités administratives dans ce domaine. L'ADEME, pour ne pas la citer, il y en a plein. Et puis sans parler de Bercy et sans parler de Matignon, parce que c'est un sujet qui est quand même d'importance. Et puis, il y a à gérer vraiment des choses complètement contradictoires. Il faut faire de l'écologie, mais il y a des objectifs sociaux, des objectifs économiques, des objectifs financiers. L'écologie, ça coûte cher. C'est un ministre qui doit se battre en permanence. Et je l'ai vu faire. Et c'était pas facile du tout. Et finalement, il s'en est bien tiré. Eh bien, voilà, pour toutes ces raisons, je trouvais que c'était une excellente idée d'inviter Christophe et je suis très très heureux qu'il ait accepté cette invitation pour nous dire un peu comment peut-on parler dans la France d'aujourd'hui, de 2025, d'action publique. Est-ce qu'il y a encore une action publique possible? Et comment faut-il faire pour faire avancer les choses? Parce que tout le monde dit que le pays est bloqué. À toi, Christophe. Bon, mesdames et messieurs, j'aurais dû connaître Louis plus tôt parce que la présentation, vous vous rendez compte, il a fait toutes les fonctions. Ça donnait en 2014 dans la presse locale, Béchu, il a été candidat à tout sauf à Miss France. Donc vous avez la version positive, quelle expérience, et puis vous avez la version évidemment moins positive de la même manière que sur toute une partie de ce portrait flatteur, les étapes, la façon dont les choses se sont passées n'ont pas nécessairement toujours été aussi simples. Moi j'ai compris que le concept c'était de ne pas être trop long, de manière à susciter un maximum de questions et compte tenu de l'angle, l'action publique, potentiellement l'action écologique sur le plan national comme sur le plan local, je vais partir de 2 généralités et essayer d'arriver à peu près à 2 caps. Bon, la première des généralités, c'est que moi je me suis engagé en politique quand j'ai compris qu'en fait il y a des gens qui prenaient des décisions pour les autres.
Et je me suis dit, bah, s'il y en a qui décident, pourquoi ce serait aux autres de décider et pas à moi? Et mon premier moteur, entre guillemets, a véritablement été celui-là, en ayant des parents qui n'étaient pas du tout dans la politique, mais qui étaient médecins, qui étaient, entre guillemets, dans le soin aux autres. Et donc avec cette idée qu'on le faisait pour prendre des décisions et pour transformer la vie de ceux qui étaient autour de soi. Le jour où je considérais que l'action publique ne sert plus à rien, je ferais autre chose. Parce qu'en vrai, à côté de tout ce qu'il y a de formidable dans la vie publique, il y a un certain nombre de choses qui le sont nettement moins. Et même si c'est super de refléter les choses comme ça, quand vous avez 29 ans et que vous êtes président du département et que vous avez des enfants petits, ils entendent dans la cour de l'école des commentaires sur leur papa qui ne sont pas nécessairement ceux qu'entendent des enfants dont les parents ne sont pas engagés dans l'action publique. Quand la Haute Autorité pour la transparence, pour la vie politique, regarde dans le détail ce qu'est le niveau de votre patrimoine, ça aboutit là aussi, je ne parle pas pour moi, vis-à-vis de vos frères et sœurs, vis-à-vis d'un certain nombre de choses, à une forme de transparence à laquelle la plupart des gens ne sont pas nécessairement exposés. Ça donne des commentaires sur la voiture que vous avez et le fait de savoir si c'est bien compatible avec les engagements que vous avez pu défendre. Et ça aboutit dans un contexte où la bienveillance n'est pas toujours la première qualité, ni de ceux qui commentent, ni de ceux qui en font. Parce que par exemple, on vous explique que vous avez fait des voyages en jet privé quand vous avez utilisé un avion de la DGAC pour vous rendre sur les lieux d'un incendie ou sur le site d'une inondation dans le Pas-de-Calais, parce qu'un dimanche matin, il n'y a pas de vol commercial qui vous emmène de l'endroit où vous vous levez à l'endroit où il faut aller soutenir des pompiers ou accompagner les uns et les autres. Je passe vite là-dessus. Pour moi, évidemment que l'action publique sert à quelque chose pour une raison simple, c'est que de toute façon, à la fin, il faut toujours quelqu'un qui décide. Et donc, on peut considérer que les acteurs ne sont pas bons, que le texte n'est pas parfait, mais ça n'est pas un théâtre qui sera remplacé. La vie politique, la vie publique, si vous la laissez à d'autres, ça veut dire que vous laissez à d'autres le fait de prendre des décisions qui vous concernent. Et notre obsession, ça devrait plutôt être de se demander comment on attire des gens qui sont bons dans la politique plutôt que comment on les en dégoûte. Quand je monte dans un avion, j'espère que le pilote est vraiment bon. Et j'espère qu'il n'a pas été choisi parce qu'il était le dernier de sa classe, qu'il n'avait rien envie de faire d'autre et qu'il fallait qu'il trouve un moyen d'aller remplir le frigo pour faire plaisir à sa femme. Et bien, en quelque sorte, à quel moment d'un point de vue collectif, on en vient à souhaiter que nos responsables publics soient, si possible, comme tout le monde, voire même un peu en dessous pour pas qu'on les jalouse. Alors, on a déjà largement mis en place une sorte de principe de pauvreté avec les écrêtements et la HATVP. L'affaire Bayou peut même laisser penser que certains partis politiques aimeraient que le vœu de chasteté s'applique pour les hommes hétérosexuels blancs dans une partie du champ de la responsabilité publique. Mais plus largement, si on ne réfléchit pas à ce qui peut à un moment donner envie ou déclencher le fait qu'on s'engage, on a un souci. Cet engagement, il est complexe parce qu'il se fait avec le commentaire de ceux qui aimeraient faire exactement le contraire, de ceux qui aimeraient ne rien faire ou de ceux qui aimeraient le faire mais le faire eux, à votre place, en ayant les honneurs qui vont avec. Et pour aller vite, l'action publique, plus on monte, plus il y a de gens qui sont en train de regarder. Je ne suis pas persuadé, là aussi pour prendre une métaphore professionnelle, que si un chirurgien en train d'opérer avait à côté de lui tous les types qui auraient aimé avoir le patient, plus ces news en train de commenter en direct ce qui est en train de se passer avec BFM et le Canard enchaîné et Mediapart, que le nombre de patients qui sortiraient vivants de la salle d'opération serait élevé. Et avec un problème, c'est que cette mécanique entre guillemets du caractère public, elle se renforce avec le temps et que la multiplicité des médias et le fait que le temps soit de plus en plus court appellent à devoir de plus en plus vite et en réfléchissant de moins en moins, faire en sorte de devoir délivrer des éléments de réponse. Un des décalages entre la politique locale et la politique nationale, qui m'a sauté aux yeux dans mes responsabilités ministérielles, c'est que comme il y a beaucoup plus de médias, il y a beaucoup plus de pression. Quand vous êtes dans un temps local, vous avez 3 atouts. Le premier de ces atouts, pour l'action publique, c'est vrai pour une région, c'est vrai pour un département, c'est vrai pour une ville. Le premier de ces atouts, c'est que vous êtes à la tête d'une équipe. Dans un gouvernement, vous êtes associé à des personnalités que vous ne connaissez pas, et il arrive même parfois que le chef fasse en sorte que les divisions entre vous
soit une forme de mode de management. Nous pourrons, si vous le souhaitez, en reparler. Mais ce sont des individualités. Le deuxième avantage, dans un exécutif local, quel qu'il soit, c'est que vous connaissez la date du début et de la fin, et donc vous pouvez établir une stratégie qui repose sur un rétro-planning. Je veux faire une ligne de tramway dans ma ville, je sais la date à laquelle s'arrête le mandat, c'est quand même mieux si la ville n'est pas en travaux sans que le tramway soit arrivé au moment des travaux, Paris étant évidemment un cas à part. J'essaye de livrer les bâtiments à temps, j'organise les choses avec un rétro-planning, je construis un planning financier pour que les finances soient en ordre au moment de l'arrêté des comptes, et j'organise une action rationnelle avec ce rétro-planning. Dans un gouvernement, chaque jour, ça peut s'arrêter. Puisque par définition, il peut y avoir un remaniement à n'importe quel moment. Quand vous n'êtes pas une équipe et que ça peut s'arrêter chaque jour, ça encourage des stratégies individuelles pour exister de manière à avoir sa gommette un jour de plus. Et dans un contexte, troisième différence, où sur le plan local, vous avez des médias qui sont peu nombreux et qui jouent eux-mêmes une forme de temps long parce qu'ils savent que s'ils se fâchent avec le maire et que le lendemain ils n'ont pas l'info, ils préfèrent entre guillemets faire les choses dans la durée, c'est pas pour ça qu'ils sont complaisants, mais leur grille d'analyse n'est pas la réaction immédiate, et en local, le temps reste globalement celui de pas de temps de 24 heures dans lequel ce qui compte c'est ce qui va être écrit dans le journal le lendemain, plus que le bandeau déroulant de la chaîne d'infos continue qui n'existe pas sur le plan local. Vous passez au national, vous vous retrouvez avec un contexte où quand il y a un truc, on vous intime de devoir dans l'heure être capable d'aller donner un élément de réponse, et où pour survivre politiquement, il est souhaitable de délivrer médiatiquement. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que chaque ministre ou sous-ministre a intérêt à faire des annonces, donc ça donne des couacs, puisque pour exister médiatiquement, vous allez annoncer quelque chose, et à vrai dire, ça commence même avant, puisque vous n'êtes invité dans les médias qui sont intéressants que si vous promettez par le biais de votre conseiller presse que vous allez faire une annonce. Alors, ça peut être une annonce sur le fait qu'on va manquer d'eau, ça, vous ne prenez pas trop de risques. Ça peut être une annonce sur le bilan consolidé d'une catastrophe. Ça peut être une annonce sur une action politique, mais si vous n'avez rien à annoncer ou si vous n'avez pas une polémique à déclencher, vous n'êtes pas invité. Donc, en tendant des micros à des gens pour qu'ils rajoutent des polémiques ou ils fassent des annonces, vous multipliez ce qu'on dit aux gens, et le décalage entre le moment où on le dit et le moment où arrive est d'autant plus grand que le temps médiatique est court et que la durée est incertaine puisque vous n'êtes pas sur un processus où vous pouvez faire du rétroplanning. Donc ça, ce sont les deux grandes différences d'une action publique locale et d'une action publique nationale. Ensuite, il y en a évidemment quelques autres, et je vais changer de registre de métaphore. Être élu local, être maire, c'est être dans une équipe de foot. Dans cette équipe de foot, vous êtes dans un championnat, entre guillemets, qui consiste à regarder par rapport à d'autres villes comment vous êtes capable de faire les choses. Et en fonction de votre taille de ville, ça donne le niveau dans lequel vous jouez. Quand on vous appelle au gouvernement, vous arrivez à Clairefontaine. Vous jouez en équipe de France. Et la première condition, c'est que tout le monde ne peut pas occuper dans l'équipe de France le poste qu'il occupe dans son équipe locale. Je suis un assez bon exemple. Je n'étais pas candidat pour être ministre de l'écologie. Je dois dire que quand j'ai rejoint le gouvernement comme ministre des collectivités locales, effectivement, en ayant été président de département pendant 10 ans, élu municipal pendant 20 ans, d'opposition, de majorité, président d'intercommunalité, conseiller régional, je me sentais assez à l'aise dans le domaine, je n'avais pas besoin qu'on me fasse trop de fiches pour m'expliquer ce qu'était ou le Code général des collectivités territoriales, ou la DGF, ou des choses de ce type. Quand on m'a expliqué qu'il fallait que je prenne le pôle avec les transports, le logement, la biodiversité, la politique de la ville et les relations globales avec les collectivités, évidemment l'enjeu n'est plus tout à fait le même, et vous assumez pleinement, entre guillemets, un changement de registre qui était absolument passionnant et extraordinaire, mais qui, dans les faits, relevait pas du même confort que de rester dans un schéma classique sur la base de ce que j'avais fait jusque-là. Mais avec en même temps une intuition, c'est que quand on regarde les 30 dernières années, le ministre de l'écologie qui a sans doute, un des ministres de l'écologie qui a le plus marqué son temps, c'est Jean-Louis Borloo,
qui est arrivé au ministère de l'écologie comme maire de Valenciennes, pas parce qu'il avait été zadiste, je ne sais où, ou qu'il avait été l'auteur d'un livre de recettes véganes pour cyclistes égarés le long des parcs naturels régionaux. Donc le modèle qui consiste à dire, en gros, je prends quelqu'un qui est dans la pratique, avait une vertu, c'est que sur beaucoup de sujets, et je remercie Martial, il se trouve qu'on a été classé la ville la plus écologique de France en 2019, ce qui a beaucoup agacé les Verts chez moi à quelques mois des élections, mais ce qui a été validé assez largement par les électeurs. Dans cette action publique, ce qui est assez passionnant, c'est que du coup vous passez d'un monde local dans lequel vous avez les manettes à un monde national dans lequel il y a d'abord une première dimension qui entre en ligne de compte et qui est la dimension internationale. Et qui en vrai, mesdames et messieurs, est assez absente la plupart du temps de nos discours politiques. Et je peux vous assurer que ça conduit à profondément changer son regard et à changer une partie de ce que sont nos certitudes. Quand vous êtes, pendant la COP consacrée à la biodiversité, en train de discuter avec le ministre de l'eau indien, et qui vous dit, moi, avant de toucher aux pesticides, je vais d'abord m'assurer que tous les Indiens pourront manger à leur faim, forcément vous n'êtes pas exactement sur le même registre que le débat qui consiste à discuter des néonicotinoïdes en France ou du poids de la FNSEA. Quand vous êtes avec le ministre égyptien à une conférence sur la qualité de l'eau et qui vous explique que si les pays voisins continuent à monter des barrages, il y a un moment où l'assèchement du Nil justifiera des actions militaires pour faire en sorte d'éviter des famines à répétition, ça relativise un peu Sainte-Soline et la question, si vous voulez, des bassines et la manière d'appréhender ce type de sujet. Et à l'inverse, quand vous discutez, y compris avec des partenaires européens, et que vous mesurez comment, même à l'intérieur d'un bloc de 27 pays, vous avez des disparités considérables sur les approches, sur la manière de voir les choses, ben, ça vous conduit finalement à revenir avec encore un peu plus de sens de la nuance. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister. Parce que l'écologie, elle concentre beaucoup des défis de l'action publique. Une action publique efficace, normalement, c'est une action qui ne vise pas seulement le court terme et la satisfaction du lendemain, mais qui s'efforce d'être dans le long terme. Et qui, pour être efficace, doit être prévisible. Doit donner, pas seulement au directeur juridique, mais de manière plus large, à l'ensemble des acteurs, une idée du cap à atteindre pour qu'ensuite chacun puisse déterminer la stratégie qui lui permettra d'atteindre le cap et avec des règles du jeu. Or, ce temps long, on ne l'a pas. On ne l'a même jamais aussi peu eu. Aussi bien parce qu'avec le gouvernement relatif et la dissolution, on a raccourci les durées de vie, entre guillemets, des gouvernements ou de l'action publique, mais parce qu'avec les échelles internationales, ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, et le fait que le bon cadre pour faire en sorte d'assurer la préservation de notre planète, il n'est pas d'abord national, il est d'abord international, mais vous mesurez l'immense difficulté, entre guillemets, de la tâche. Et en même temps, on a cette espèce d'obsession de plus en plus grande pour la radicalité, parce que c'est ce qui se vend le mieux dans les médias, parce que c'est ce qui se buzz le plus sur les réseaux sociaux, et on n'a pourtant jamais eu autant besoin de nuances. Et le nombre de contre-vérités qui circulent dans la sphère publique et auxquelles vous n'avez pas le temps de tordre le cou parce qu'il vous faut trop de phrases pour être capable de les démonter alors qu'il suffit de quelques mots pour les dire, fait partie des drames aujourd'hui et des défis de l'action publique. Je peux vous en donner des quantités. Quand vous dites il y a 48 000 morts par an de la pollution de l'air, donc il faut faire des ZFE, c'est faux. Oui, il y a 48 000 morts, sauf que la première cause de particules fines, c'est le chauffage au bois. Ça n'a rien à voir avec les pollutions des voitures. Ensuite, même quand vous entrez là-dedans, la nuance qui consiste à mesurer que ça n'est pas parce qu'une solution est intelligente à un endroit qu'elle est intelligente partout, parce qu'il faut essayer de tenir compte de ce que sont les réalités locales, je peux vous assurer que ça vous fait réfléchir. Le titre du journal du dimanche avant-hier expliquant qu'on s'apprête à payer 300 milliards d'euros de factures énergétiques à cause du développement des énergies renouvelables dans ce pays est un formidable exemple d'une contraction
totalement fausses, dans lequel vous additionnez des choses qui peuvent être vraies, mais vous leur faites dire des choses qui sont fausses, pour une raison, c'est que le grand absent de tout le débat public, c'est le coût de l'inaction. Et donc on raisonne par rapport à des scénarios qui reposent sur des comparaisons potentielles de coûts, mais jamais sur ce qui se passe si on ne fait rien et sur ce que serait la facture de ce rien. Or, l'immense problème globalement du dérèglement climatique, de l'érosion de la biodiversité et du poids de la pollution, c'est qu'aucun des coûts pour faire en sorte de faire reculer une partie de ces fléaux n'est jamais dimensionné. La disparition des insectes ou des abeilles demain, si elle nous prive, dans le scénario le pire, des pollinisateurs, le nombre de personnes qu'il faudrait pour, à la main, polliniser les fleurs à la place des abeilles n'est pas atteignable en termes de dépenses avec les structures de coût du travail telles qu'elles existent chez nous. Le fait qu'en 2060, on aura plus de plastique que de poissons dans l'océan, je pense qu'on n'est pas prêt aux conséquences que nous avons quand on se focalise sur le fait de savoir si Avergèse, Perrier mérite le titre d'eau minérale. La réalité, entre guillemets, potentielle du scandale, c'est pas le label, hein. C'est la question pour nous en termes de santé publique de ce que nous nous préparons. Et sur des quantités de sujets, ce qui est gênant, c'est qu'on a des consensus scientifiques dont on ne tire pas les conséquences à cause de cette opposition entre les extrêmes qui occupent tout le champ médiatique, avec d'un côté des climato-relativistes qui vous disent il n'y a pas de sécheresse, il a plu hier, et de l'autre où il n'y a pas de problème, on n'a qu'à faire du nucléaire, sans se poser la question ni des disponibilités des hommes, ni de la capacité à refroidir ces centrales avec un contexte de réchauffement qui augmente. Je suis très attaché au plan de relance du nucléaire, mais je ne crois pas qu'on puisse tout miser là-dessus parce que ça ne passe pas. À l'inverse, vous avez des climato-défaitistes qui, de l'autre côté, vous disent que si vous ne faites pas tout, c'est comme si vous ne faisiez rien. Ben ça, à la fin, en fait, ça conduit à ne rien faire, et qui, pour une partie d'entre eux, vous expliquent que de toute façon, tant qu'on n'aura pas tué le capitalisme, on ne pourra pas sauver la planète. Bon. Le greenwashing du marxisme ou de la lutte des classes est un repoussoir à l'action pour une partie de nos concitoyens et masque mal les désirs d'une forme de dictature ou de tyrannie qui n'est ni possible ni surtout souhaitable. Le tout en devant se mettre d'accord sur des standards internationaux et en sachant que ce sont la somme des comportements individuels qui permettront d'obtenir une partie du résultat. Là, si je ne vous ai pas donné plein d'angles pour poser des questions, je ne sais pas quoi faire de plus. Donc je m'arrête là. Et maintenant, je vous laisse venir sur tout ce que vous pouvez souhaiter. Alors, la parole est à la salle. Allez, il y a plein, c'est vrai, il y a plein de choses, plein de questions à poser. Oui. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci beaucoup de votre temps, d'être venu ici. Je vous salue également en tant qu'Angevin, parce que je suis Angevin et grandi à Angers. Pour l'anecdote, quand j'étais scolarisé au collège à Saint-Martin, vous étiez venu présenter le métier d'avocat à l'époque et ça m'avait pas mal inspiré, je me souviens. Moi, j'avais une petite question pour vous parce que aujourd'hui, je suis chercheur, je suis président de la clinique d'affaires publiques d'Assas qui fait du lobbying en pro bono. Mais avant ça, j'ai été représentant d'intérêt. J'étais représentant d'intérêt pour le secteur, notamment de l'énergie, etc. Et quand je devais contacter vos conseillers ou des conseillers gouvernementaux, il y avait toujours cette histoire de chevauchement entre la transition écologique, la transition énergétique, l'agriculture. Typiquement, quand on est sur quelqu'un qui fait de l'éolien en mer ou quelqu'un qui fait de l'agrivoltaïsme, on ne sait plus à qui s'adresser. Et des fois, on nous renvoie de ministère en ministère. Monsieur le ministre, est-ce que nous avons trop de ministères aujourd'hui? Oui. D'abord qu'on ait des chevauchements, ou plus exactement, je pense qu'on ne mesure pas encore les conflits internes à une partie de ces sujets. On a des conflits où c'est l'écologie contre l'écologie. Un bon exemple, c'est la biodiversité contre les énergies renouvelables. C'est le fait par exemple que la LPO est contre les éoliennes compte tenu du fait que quand ils sont sur des corridors de migration, ça peut entraîner des décès d'oiseaux. Un bon exemple dans l'autre sens, c'est que vous avez en ce moment des gens qui parcourent la Gironde aux environs des sites qui ont été brûlés pour dire aux gens, plutôt que de replanter des forêts, vous feriez mieux de planter des panneaux photovoltaïques parce que au moins vous êtes sûr que ça ne brûle pas et vous êtes sûr du cours et des rendements. Et que si on commence à mettre des panneaux photovoltaïques à la place des forêts, inutile de vous dire qu'à la fin, on ne sera pas gagnant d'un point de vue écologique.
À l'inverse, si on n'est pas capable de voir que, même si ça n'est pas le truc le plus beau dans le paysage, les dégâts de la surutilisation des énergies fossiles sur nos paysages tels que nous les aimons finiront un jour par avoir des conséquences qu'il est dommage qu'on n'ait pas sous les yeux pour mesurer qu'il vaut mieux avoir une éolienne, attendre de trouver un certain nombre de solutions pour éventuellement la démonter dans quelques années, plutôt que de continuer à massivement utiliser du pétrole avec l'ensemble des conséquences que ça a, d'abord géopolitique. Quand vous pensez qu'on dépense entre 70 et 140 milliards d'euros pour faire des chèques à des pays qui ou soutiennent le djihadisme, ou font la guerre en Ukraine, ou ne nous veulent pas du bien de manière globale, vous vous dites qu'il y a quand même peut-être un hiatus à armer une partie de nos ennemis ou à faire en sorte de se priver d'une capacité nationale à produire quelque chose qu'on achète à l'extérieur. Je referme cette parenthèse. Je pense qu'on a trop de ministères. Je pense surtout que, et ça a été particulièrement vrai au cours de ces dernières années, qu'on n'assume pas un dispositif avec des pôles ministériels dans lesquels vous avez des chefs de file ou des têtes de pont qui sont plus clairs. Et quand vous mettez trop de responsabilités en râteau, à un moment, ça provoque ces interactions, ces couacs, où le fait que chacun pour exister va aller pousser une idée. Avec une bataille sourde que vous avez peut-être vécue comme représentant d'intérêt, mais qui est qui a autorité sur qui. Comme ministre de la Transition écologique, le principe, à vrai dire, est assez simple. Théoriquement, le seul qui a l'autorité hiérarchique, c'est le ministre. Les ministres délégués et les secrétaires d'État n'ont pas d'autorité hiérarchique, ils ne sont pas invités au Conseil des ministres de manière systématique, ils le sont en fonction de l'ordre du jour, et ils ont une autorité par délégation. Et donc, dans mon arrêté de délégation, il y avait 94 structures et organismes, depuis l'ADEME jusqu'au Mont-Saint-Michel, puisque le Mont-Saint-Michel relevant des grands sites de France, alors c'était une tutelle partagée avec le ministère de la Culture, mais bon. Et donc, quand déjà vous n'avez que des ministres, vous avez déjà la question de la tutelle partagée. Par exemple, l'Office national des forêts, qui est crucial pour des sujets de biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique, c'est une tutelle partagée entre l'agriculture et l'écologie. Et rien que ça amène déjà de la friction sur le fait de savoir si la priorité c'est d'écouter les sylviculteurs ou si la priorité c'est de faire en sorte d'éviter les coupes rases pour aller favoriser les porte-graines et regarder comment vous préservez d'abord la biodiversité. Donc on a déjà suffisamment de causes de chevauchement dans une organisation à une quinzaine pour faire en sorte d'être attentif à ne pas rajouter des caisses de décision. Ou plus exactement, pour potentiellement les rajouter, mais à la manière dont ça se passe dans une ville. Je reviens à mon sujet, c'est d'ailleurs une de nos marottes ou une de nos obsessions ici à Horizon, c'est cette idée de se dire, on a au moins un échelon où le truc fonctionne à peu près correctement, bon, vous avez des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués et il n'y a pas de friture sur la ligne, y compris parce que généralement, tout le monde ne prend pas la parole à tort et à travers et qu'on attend d'avoir quelque chose à dire pour l'exprimer. Et donc je pense qu'il y a à la fois besoin d'un exécutif qui soit plus ramassé, vraiment pour des questions d'efficacité, et ensuite qu'il y ait un dispositif dans lequel on privilégie une parole qui soit rare et dans lequel, quand on annonce quelque chose, c'est parce qu'on a commencé à la préparer en n'étant pas trop loin de l'action. J'en profite pour saluer Jean-François Longeau, là, que je viens de voir, président de la commission aménagement du territoire, développement durable du Sénat. Voilà. J'avais une question. Ah bah voilà, ça tombe bien. Je suis effectivement très très favorable à la décentralisation, mais ces échelons de décentralisation, il faudrait peut-être qu'on y mette un peu d'ordre dans les compétences parce que à un moment donné, on ne sait plus qui fait quoi. Et ça devient, pour les élus de base, les maires, ça devient très très compliqué. D'abord de monter un dossier, ça c'est absolument épouvantable pour eux. Et puis de se dire derrière, attendez, je vais vous donner un exemple. Un maire qui dépose un dossier pour effectivement isoler les bâtiments de son école. Le préfet demande au DAZEN. Le DAZEN dit non, l'école peut peut-être pas durer, donc on ne subventionne pas. Le département dit moi je vais y aller quand même. La région dit moi j'ai plus de sous, donc j'y vais pas.
Et puis le pauvre, il a dépensé près de 70 000 euros en toutes ses études et tout son truc. Et il vous dit, bah, j'abandonne mon sujet. Et je pense que, et d'ailleurs, ce qui est, je disais à la présidente du département, qui me dit, on a de grosses difficultés financières. Et je lui ai expliqué que très certainement. Mais que si elle se cantonnait à ses compétences obligatoires, elle aurait peut-être moins. Oui, mais il faut que j'existe. Ah oui, d'accord. Mais enfin, alors viens pas te plaindre que effectivement derrière, t'as plus de. Et je pense qu'il y a un véritable problème avec, tu le disais tout à l'heure, Christophe, avec effectivement peut-être trop de ministères, trop de ministres. Mais je pense qu'il y a des échelons qui sont un peu importants. Et la nouvelle, moi je suis très content parce que j'ai pas voté la loi NOTRe, mais la nouvelle carte régionale n'est peut-être pas la plus judicieuse en matière de proximité. Et je crois que c'est effectivement ce que veulent les gens, c'est qu'il y ait des élus de proximité pour éviter qu'il y ait toujours une pagaille épouvantable. Et puis, je pense aussi à quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'on repense à allonger le mandat du président de la République pour que ça ne change pas. Parce que un ministre, ben, il passe. Alors, il y en a un qui a fait ça. Le ministre a fait ça. Christophe, il a inventé le fonds vert. Ben, aujourd'hui, il n'y a plus de fonds vert. Donc les maires commençaient à bien s'habituer à cette idée. D'un seul coup, on dit non mais stop, c'est fini. Je veux dire, on fait trop de politique yo-yo. Voilà. Alors, d'abord, il y a une réforme hyper simple qui ne nécessite pas, qui peut se faire de manière réglementaire sans avoir besoin de faire voter une loi. C'est de mettre la totalité des services de l'État dans chaque département sous l'autorité du préfet. C'est aussi dingue que ça puisse paraître, et le président Longeau a raison. Je t'appelais le président pour la première fois, Jean-François, si tu veux, mais bien maintenant, voilà. Le président Longeau a raison. Et c'est ma vie de maire. Effectivement, vous pouvez obtenir une subvention du préfet pour aller faire des travaux dans votre école, et en même temps que le responsable de l'éducation nationale décide de fermer l'école. Enfin, pas l'école, mais des classes qui sont celles dans lesquelles vous avez des besoins. Comment peut-on, à l'intérieur d'une même administration, avoir plusieurs têtes de réseau? Comment peut-on avoir un patron des finances publiques qui répond à sa hiérarchie nationale, un type qui répond à sa hiérarchie, la DRAC où les choses se décident à la région, et ensuite les agences? Dire, il y a une tête sur le plan local, et ça n'est pas parce qu'il y a un Premier ministre qu'il n'y a pas de ministre. Ben, c'est pas parce qu'il n'y a pas un préfet qu'il n'y a pas des directeurs départementaux dans un certain domaine, mais ils sont sous l'autorité du truc. Et là, en fait, il faut se mettre d'accord avant la composition du gouvernement. Je vous dis pourquoi. Ok, je vais refaire une digression et qui va parler aux juristes que vous êtes. 1971. John Rawls écrit ce livre qui évoque le concept de l'équité et qui pose la question sur le fait qu'en droit, indépendamment de l'égalité, le sujet c'est l'équité. Et il fixe le moyen de parvenir au fait de déterminer ce qui est équitable. Ce moyen, c'est qu'il imagine que tous les fœtus, avant de naître, avant de savoir s'ils seront femmes, hommes, handicapés, riches, pauvres, intelligents, essayent de se mettre d'accord sur ce qui est souhaitable pour l'organisation de la société. Et ce qui est passionnant, c'est que cette mécanique, elle explique que une fois que vous êtes né, vous parlez davantage à partir de là où vous êtes qu'en fonction de l'intérêt général. Et donc moi j'ai vécu cette scène, où je suis favorable à ce truc de préfet depuis toujours. Elisabeth Borne, ancienne préfète et première ministre, elle réunit tous les ministres et elle dit, depuis le temps qu'on en parle, si on le faisait. Et Gabriel Attal, qui à l'époque est ministre de l'Éducation nationale, dit, c'est pas souhaitable que l'éducation nationale soit rattachée directement à une fonction préfectorale globale. Bruno Le Maire dit, c'est une excellente mesure, mais peut-être quand même pas pour les directeurs départementaux des finances publiques, parce qu'ils ont une mission très particulière, où il ne faudrait pas, etc. Et je vois, si vous voulez, la façon dont chacun a le sentiment qu'en défendant son administration, il fait progresser l'intérêt général. Se mettre d'accord sur ça, c'est simple, et ça simplifierait la vie des maires pour avoir un interlocuteur, et accessoirement, ça redonnerait au préfet une partie de la responsabilité. Mais on a tellement créé d'agences que ça ne suffit pas. Moi, j'ai été pris à partie au Salon des maires par un maire furieux. Monsieur le ministre, c'est scandaleux. J'ai un super projet de rénovation énergétique. J'ai eu une aide de la région.
j'ai eu une aide du département, je n'ai pas eu 1 euro de l'État. Heureusement que j'ai été aidé par l'ADEME. L'État donne à l'ADEME 800 millions pour faire vivre un fonds de chaleur, c'est pas l'argent de l'ADEME. À un moment, si on en est rendu à penser qu'on est sur des standards différents, donc oui, on a un besoin absolu de clarification. Ensuite, on a un besoin d'éducation, y compris des élus locaux, à ce qu'est la dépense publique. Dire c'est scandaleux, j'ai plus de moyens, je vais en demander à l'État, en fait, à la fin, il y a quelqu'un qui paye. Et le quelqu'un, c'est nous. Si on est infoutu d'être dans une logique qui consiste à mesurer que la question, c'est de savoir si on a atteint ou pas le seuil de tolérance sur le niveau de prélèvement obligatoire et sur la dette, si on commence par se dire qu'on ne peut pas augmenter les impôts dans un pays où ils sont parmi les plus élevés au monde, et que de toute façon, si on les augmentait avant de financer des dépenses nouvelles, il faudrait peut-être qu'on commence à rembourser ou à atténuer une partie du coût de la dette qu'on est en train de lécher aux générations qui suivent, le discours, ce ne serait pas de se demander comment je peux en avoir davantage, ce serait clairement d'être capable de se demander comment on assume des priorités au milieu de tout ça. Et on a cette inconscience collective de penser que si ça vient de l'État, ça coûte rien. Et de ce point de vue, le quoi qu'il en coûte a fait mal parce qu'il est venu donner l'idée qu'il y a des circonstances où on pouvait passer les choses par-dessus bord. Et ça pose une vraie difficulté dans la construction du débat public. Parce que ça peut servir d'exemple sur le fait qu'on n'a pas de problème de finances publiques. Vous n'avez pas de problème jusqu'au jour où vous en avez. Et là, vous basculez dans complètement autre chose. Et on est très près de ce point, compte tenu du montant de notre dette et des taux d'intérêt qu'on commence déjà à payer dans un certain nombre de cas. Moi, j'ai une vision, à vrai dire, très très simple. Je considère que la vie politique est une affaire de couple institutionnel. On a un couple entre communes et intercommunalités. Il faut créer le couple entre départements et régions. Et vous avez un couple État-Europe. Et dans chacun de ces couples, on applique le principe de subsidiarité. C'est l'échelon le plus proche du terrain qui doit être celui qui fait le maximum de choses et celui qui est le plus éloigné, qui se contente de faire ce que l'échelon le plus proche ne peut pas faire. Il ne faut pas transférer à une intercommunalité des choses qui peuvent être faites par des maires parce que vous êtes dans le contact, vous êtes dans la poignée de main, vous êtes dans la possibilité en direct d'interpeller celui qui décide. La réforme des régions fait que celui qui supprimerait les départements flinguerait toute possibilité de disposer de services publics de proximité dans un certain nombre de secteurs. En revanche, si vous fusionnez les deux et qu'à la fin vous avez les mêmes élus et les mêmes administrations, vous ferez les économies, vous clarifierez les choses sur les compétences et accessoirement, mais vous ferez en sorte aussi de rendre plus lisible le dispositif. Et enfin, on a l'Europe qui ne doit pas se substituer aux États et faire ce que nous faisons nous, qui doit au contraire se contenter de se préoccuper de ce que nous ne faisons pas. Et on a un double dérèglement du système. Cette ventilation des responsabilités n'est pas claire et chaque échelon du dessus se demande toujours comment il peut piquer un truc de l'échelon du dessous pour asseoir sa propre légitimité. Le combat d'une partie des intercommunalités aujourd'hui, c'est d'être reconnues comme des collectivités locales et d'être inscrites dans la Constitution. Et c'est de prendre des compétences aux mairies pour justifier démocratiquement qu'elles existent. Les régions, comme elles sont loin, font de la distribution d'ordinateurs en direct aux lycéens ou organisent des courses cyclistes ou je sais pas quoi pour se donner une existence et avoir quelque chose à dire aux gens. Et l'Europe, qui est censée se préoccuper de choses importantes, elle vous pond une directive de 30 pages pour qu'on détermine ce qu'est un pyjama ou des débats à n'en plus finir sur nos appellations d'origine contrôlée qui ne correspondent pas aux raisons pour lesquelles on l'a fait. Et là, je pourrais vous en donner des exemples en matière d'écologie, de la tentation qui consiste à aller très loin. Je vais dire un mot rapide là-dessus dans la continuité de la décentralisation, pardon pour cette réponse un peu longue, mais parce qu'en vrai, le principe de subsidiarité, c'est quand même de se rappeler qu'il faut laisser aux citoyens un maximum de choses avant de les transférer à la puissance publique, si je vais au bout de la logique. Et au-delà des couples, c'est comment la ville ne se préoccupe pas de ce qui relève des familles et des individus. Et on a une tentation, une pente sur laquelle nous sommes. Cette tentation et cette pente, c'est d'entrer de plus en plus dans le détail public des décisions que nous prenons. On a atteint, voilà, on a presque fini le jeu avec le Covid, avec les guides de 180 pages sur la réouverture des écoles primaires, les protocoles de désinfection des poignées de porte,
et un raffinement même dans le fait de nous expliquer que 6 personnes, c'était bien de ne pas dépasser ce nombre pour les inviter pour le réveillon. On a quand même entendu ça à la télévision. Vous avez rempli, mesdames et messieurs, des papiers pour indiquer que vous envisagiez d'aller à la boulangerie. Et ensuite, vous avez téléchargé des trucs pour savoir quel était dans un rayon d'1 kilomètre les balades que vous aviez le droit de faire. Bon, en fait, le drame sur une partie de ces sujets, c'est que la puissance publique, elle devrait être ambitieuse sur le cap à atteindre et claire sur là où on va, et laisser ensuite une liberté sur la manière de faire. Et ce qui est vrai dans un certain nombre de domaines devrait l'être tout particulièrement en matière d'écologie, où on devrait faire preuve d'une humilité technologique sur le fait qu'une partie des inventions vont peut-être aussi résoudre une partie des difficultés qu'on est en train de répondre. Ça ne veut pas dire être technosolutionniste et penser qu'on n'a pas d'effort à faire, qu'on ne doit pas remettre en cause une partie de ce que nous faisons. Ça veut dire que c'est sans doute pas un état de déterminer quel est le bon type de motorisation d'un tracteur, du fait de savoir si le biogaz est plus un gaz ou une énergie fossile. Enfin, je pourrais vous en faire un certain nombre. Bon. Et donc, de ce point de vue, on a 2 mouvements. Le premier qui est la diminution du nombre de ceux qui décident avec des couples, parce que c'est le meilleur moyen de le faire en ne brusquant personne, mais en ayant des résultats qui ensuite deviennent à peu près automatiques. Et le deuxième, c'est de s'efforcer qu'il y ait toujours le plus de liberté possible au plus près du terrain, pour les individus, pour les entreprises, pour les mairies, et pas qu'on soit dans un schéma où à la fin, la seule obsession, c'est que ce soit l'État qui soit libre de prendre des décisions pour tout le monde. On voit où tout ça conduit. Autre question? Oui, Boris. Martial. Il est fort, hein, tu as vu, il faut laisser parler d'abord. Monsieur le ministre, c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, je vais tourner un peu mes questions sur la politique et notamment sur, aujourd'hui, on a eu une décision de la commission mixte paritaire ça coince pour les élections municipales. Alors, la question est pour vous deux. Pourquoi ça coince et comment vous analysez cette situation? Cela concerne évidemment la réforme du scrutin municipal pour Paris, Lyon et Marseille. Et une deuxième question, un peu trop politique peut-être, sur la candidature de Dominique de Villepin en tant que secrétaire général d'Horizon. Comment vous analysez cette nouvelle candidature? Je pense que ça ne vaut pas le coup de consacrer un long moment à aucun de ces 2 sujets. Le premier, quand vous êtes à 7 mois d'une élection municipale et que vous proposez d'aller modifier le mode de scrutin, il ne faut pas s'étonner qu'entre guillemets, il y a une coalition de gens qui pensent que le statu quo est plus respectueux d'un point de vue démocratique si près de l'élection, et ça aboutit notamment à ce que le Sénat s'oppose à cette réforme qui était voulue à l'Assemblée nationale. Et plus vous êtes proche d'une élection, plus les arrière-pensées des uns et des autres comptent. En clair, le consensus, c'était que ça avantageait Rachida Dati, donc les LR à l'Assemblée en voulaient. Mais à l'inverse, ça avantageait Payan à Marseille, donc les LR de Marseille n'en voulaient pas, dont M. Le Rudelier, qui faisait partie de la commission mixte paritaire et qui l'a planté aujourd'hui en allant voter contre ses collègues députés. Et puis à Lyon, personne ne sait trop si ça profite à Aulas ou pas, et personne ne sait trop ce qu'il faut en penser. Donc voilà. Mais, entre guillemets, c'est un peu un non-événement parce que ce genre de sujet, ça ne se discute pas à chaud quand vous avez déjà des candidats et des titulaires. Ça se discute idéalement à froid. On revient à John Rawls. Il est souhaitable qu'il y ait un voile d'incertitude qui permette du coup de se préoccuper seulement de ce qu'est l'intérêt général et pas d'entrer dans le détail. Dominique de Villepin. Eh bien écoutez, chaque homme a le droit de croire en son destin. Mais fondamentalement, la présidentielle, ce n'est pas la rencontre d'un homme avec lui-même. C'est d'abord la rencontre d'un homme avec le peuple. Et s'il y avait un désir de Dominique de Villepin dans le pays qui dépassait les vendeurs de livres anciens et les Qataris, ça se saurait. Vous auriez eu des manifestations, vous auriez des éléments de soutien. Donc ça n'existe pas. Ce qui le rend populaire aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'Israël est un État criminel. Bon, c'est une position qui est minoritaire dans la position au sein de la population française, et en particulier minoritaire dans le camp auquel il prétend s'adresser.
je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui se passe au Moyen-Orient est formidable. Ce qui se passe à Gaza est insoutenable, et autant vous pouvez comprendre ce qui se passait au début, autant ça devient difficile. Mais la position de Dominique de Villepin, depuis octobre 2023, c'est d'expliquer qu'Israël a une part de responsabilité dans ce qui existe, c'est d'avoir des propos tenus sur le Hamas qui sont, de mon point de vue, comment dirais-je, enfin voilà, je ne vais pas m'attarder. Oui, là, micro, là. Arthur. Non. Ah, Martial, tu voulais poser une question? Oui, il posera après. Voilà, micro là, et puis après on le rend à Martial. Bonsoir, Monsieur le ministre. Nul n'est parfait, je ne suis pas hors-joueur, je suis tout hors-joue. Oh, mais presque bon. Je voudrais savoir, donc, puisque nous partageons donc, quelque chose qui est absolument magnifique et qui mène maintenant à des droits, qui s'appelle un grand fleuve. Nous avons donc des visions touristiques qui devraient nous rapprocher, et puis malheureusement, du fait des compétences, comme on l'a dit, c'est très difficile. Donc, je voudrais que vous qui aviez exercé des responsabilités au niveau national, donc vous puissiez nous dire comment on peut empêcher donc, ces barrières parfois régionales, alors que logiquement, pour Tours, ce serait quand même plus intéressant de travailler avec Angers que de travailler parfois avec Orléans. On ne regarde qu'Orléans. Et deuxième question, tout à l'heure, donc vous nous avez dit qu'il y avait cette différence entre le local et le national. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans la manière dont vous pilotez votre collectivité, donc a changé depuis que vous avez été ministre? La première question, elle est compliquée, parce que les villes ne déménagent pas, et que nous sommes voisins de Tours depuis longtemps, mais que les frontières administratives sont devenues des réalités. On a une coopération avec Tours, nous gérons ensemble une école de beaux-arts, qu'on gère avec Tours et Le Mans. Tours est une ville désormais où il y a un écologiste à la tête, mais c'est un LR à la tête de la communauté urbaine avec une cohabitation locale, et c'est Stéphane Le Foll qui est le maire et le président du Mans. Ce qui veut dire que si vous faites le décompte, comme je suis maire et président à Angers, ça fait 2 voix pour la droite, comme Stéphane Le Foll est maire et président au Mans, ça fait 2 voix pour la droite, et à Tours, vous nous en mettez un de chaque côté, donc on est dans une espèce de cohabitation en permanence sur le fait de prendre des décisions, et avec des changements de règles, objectif, parce que par exemple la région Centre de Val-de-Loire finance des choses que la région des Pays de la Loire ne finance pas. En vrai, c'est pas très grave. S'il y avait moins d'échelons, les coopérations territoriales seraient plus spontanées. Et donc si clairement demain il y avait un bloc département-région au lieu d'avoir et le département et la région, je pense que ça faciliterait des coopérations de ce type. 2, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. D'abord, vraiment, j'ai été bluffé par le nombre de serviteurs de l'État de très haut niveau. Par exemple, dans notre réseau diplomatique que je ne connaissais pas, où j'ai vraiment rencontré des gens qui participent à des négociations pour le compte de la France, qui sont dévoués. J'ai vu des gens d'un niveau exceptionnel qui ont renoncé à des carrières autrement plus lucratives dans le privé. Quand vous avez un major de Polytechnique qui est le patron de la prévention des risques dans ce pays et qui vient discuter avec vous de la fermeture de Stocamine ou d'un site sur lequel de sûreté nucléaire, et que vous réalisez que de tous les types de sa promo, il est sans doute celui qui a le moins bien réussi dans la vie selon les critères qui comptent le plus en plus pour des jeunes, qui est le fait de savoir combien on gagne et comment les choses se passent. Objectivement, vous pouvez que avoir du respect et une forme d'admiration devant des gens qui ont pris cette décision de consacrer leur vie aux autres, et j'en ai croisé tellement que je vais vous dire, ça m'a fait du bien sur ce qu'était ce sens collectif. Ensuite, le nombre de choses qui ne marchent pas me sidère. Et en particulier parce que la gouvernance de l'État n'est pas pensée, ou très peu. Que vous avez du micromanagement, qu'on multiplie les réunions interministérielles qui fait qu'on discute et on ne décide pas. Et je peux vous assurer que depuis que je suis rentré dans ma ville, déjà j'avais tendance à décider, mais là, on a gagné en efficacité. Non pas que je sois un adepte de Churchill pour tout, mais vous savez que c'est lui qui disait que pour décider, il faut un nombre impair de personnes et que 3, c'est déjà trop. Et il y a quelque chose, et il y a quelque chose de tout ça qui est vrai, c'est qu'en fait,
L'important, notamment pour une administration quelle qu'elle soit, c'est de donner un cap. Et ce qui est usant pour les équipes, c'est l'absence de décision ou c'est les changements de pied. Et donc, je suis vraiment revenu avec la nécessité de la constance, du cap, de partager l'objectif, de l'expliquer aux équipes, parce que ça, en très grande partie, ça n'existe pas sur le plan national. Sur la partie financière, le gaspillage objectif d'une partie de nos ressources me frappe, et à vrai dire m'a frappé dès la seconde où j'ai fait mes premiers arbitrages budgétaires de ministre. Je suis maire d'Angers, 18e, 17e, 18e ville de France en population. On a un budget qui est de 250 millions pour la ville, et on a un budget qui est de 600 millions pour l'agglo. C'est petit par rapport aux 62 milliards avec lesquels je me suis retrouvé en responsabilité. Le temps qu'on m'a proposé pour les arbitrages budgétaires ministériels, c'était 3 heures et 2 feuilles A3. Le temps que je passe comme maire, qui connaît relativement bien la ville, c'est 1 semaine à la ville et 1 semaine à l'agglo, du lundi au vendredi, 8 heures par jour, chaque chef de service, et je descends jusqu'aux lignes de la galette des rois de chaque direction. À la fin, ça donne en 2020 un budget de fonctionnement ville et agglo inférieur à celui de 2014, sans grève, sans manifestation, et avec, au dire de ceux qui habitent Angers, le fait qu'ils en ont plutôt plus pour leur argent qu'avant. Quand arrive le conseiller budgétaire et qui vous dit « on ne parle pas du stock, on ne vous montre que les flux », voilà déjà le premier problème. Si vous ne discutez pas de tout ce qu'on a décidé depuis des années et que vous ne remettez pas en cause une partie des décisions qu'on a prises, comment ça peut avancer? Bon, je vais à Bercy, je me dis là, ça va pas être pareil. Bon, pareil, une discussion sur les flux, à aucun moment on fait entre guillemets l'inventaire de ce qui existe, et quand vous commencez à le faire, en fait on part du principe qu'il y a entre ce qui a déjà été décidé et les choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, des marges de manœuvre qui pèsent sur quelques pourcents du budget. Je ne suis pas un admirateur de Trump ou d'Elon Musk, mais accepter l'idée de se dire qu'en démocratie, on ne peut pas considérer que les décisions qu'on a prises il y a 2, 4, 8 ans doivent forcément valoir ad vitam aeternam, et qu'à tout moment, on a le droit de se poser la question de l'utilité ou de l'efficacité de ces dépenses publiques, c'est une nécessité absolue. Et ça, je suis revenu avec encore un peu plus d'acuité là-dessus. Enfin, je suis revenu avec plein d'idées. On va, je pense, être le premier territoire de France à se doter d'une société publique locale de biodiversité qui intéressera les juristes de tout le pays, au titre des séquences ERC, en matière de droit environnemental. Je vous la fais courte. Quand vous voulez construire sur une zone humide ou dans des espaces qui sont potentiellement protégés, la règle environnementale qui s'applique et qui est vérifiée en droit, c'est que vous devez éviter d'aller sur ces parcelles, réduire le nombre de mètres carrés sur lesquels vous allez ou compenser. Et dans un certain nombre de cas, vous pouvez ni éviter ni réduire et donc vous compensez. Sauf que pour compenser, il faut restaurer des habitats fragiles. Et si vous commencez à vous demander quel habitat fragile vous allez compenser qu'une fois que vous avez découvert qu'il y en avait un sur le terrain où vous envisagez d'aller construire une usine, le temps de le trouver, l'habitat fragile, je peux vous dire que le projet disparaît. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée une société publique locale avec des écologues, on achète des habitats fragiles qui vont délester les maires parce que ce sont des endroits sur lesquels il faut faire attention, on en prend soin, et à la seconde où on a un projet, on met l'habitat fragile qu'on a préacheté en face du projet, et bilan, le permis de construire sort tout de suite. J'ai plus de problème de délai. Si je n'ai aucun habitat fragile dont on se préoccupe, j'aurais préservé et restauré des habitats fragiles pour la biodiversité qui permettront de mieux la préserver, pour un coût assez faible au regard de ce que je dépense de manière globale à l'échelle de mes collectivités en matière d'aménagement. Et si à l'inverse j'ai quelque chose, je pourrais aller vite. Et cerise sur le gâteau, comme la compensation est fonctionnelle et non pas géographique, et donc que si vous abîmez un marais, vous devez restaurer un marais, vous n'êtes pas obligé de le faire dans votre département. Et donc, en fait, en faisant ça, j'attirerai des investissements de projets qui auront lieu partout en France,
et qui consistera à recevoir de l'argent pour améliorer des espaces naturels sensibles de mon propre territoire. Bon, ça c'est une idée qui m'est venue quand j'étais au ministère en termes de comparaison. Je pourrais vous en donner un certain nombre. On a décidé de considérablement accélérer sur les réseaux de chaleur parce que le niveau de performance budgétaire de ce que vous mettez dans un réseau de chaleur est imbattable. C'est non seulement très intéressant en termes de diminution des énergies fossiles, mais c'est en plus socialement très intéressant parce que vous maîtrisez les prix. Et plus la géopolitique est incertaine, plus le modèle est vertueux parce que plus vous avez des prix qui sont fixes. J'ai développé 2 réseaux de chaleur depuis que je suis maire, mais là on passe à l'échelle d'après. On est en train de construire un programme à 100 millions qui va coûter 0 € aux contribuables. C'est le modèle de ce que je vous disais. Au lieu de payer votre fournisseur de fuel ou de gaz, avec indirectement de l'argent qui finira en Algérie, en Russie ou je ne sais où, eh bien, c'est par les factures de chauffage qu'on remboursera sur une durée longue ces valeurs d'amortissement et en pouvant garantir aux habitants ou aux entreprises qu'on raccorde une stabilité sur les tarifs. En faisant ça, on a accessoirement conforté le choix d'Atos de fabriquer des ordinateurs quantiques à Angers puisqu'on récupère la chaleur fatale de leurs serveurs qu'on met sur le réseau, ce qui leur permet, eux, d'aller valoriser quelque chose qui est problématique au titre du réchauffement climatique, de se retrouver avec une petite recette. Et moi, parce que la zone franche urbaine sur laquelle est Atos est à proximité d'un quartier où j'ai 54% de logements sociaux, d'apporter les tarifs les plus bas là où j'ai les familles les plus fragiles. Tout ça est ultra vertueux et encore une fois, c'est un budget annexe, donc c'est débudgétisé de mon analyse globale de ratio et ça me permet d'accélérer de manière considérable une décarbonation qui en plus a un certain nombre de conséquences sociales et qui génère du boulot, puisqu'on s'approvisionne en bois dans le cadre d'un partenariat avec la Chambre d'agriculture. On récupère en priorité les coupes d'arbres qui seront faites par les agriculteurs sur leurs parcelles et l'entretien des haies. Et le reste, on s'astreint à une zone figée de 100 km autour de notre territoire pour être capable d'avancer. Voilà 2 exemples, je pourrais évidemment vous en donner d'autres, mais là, il faudra venir à Angers pour le détail. Merci beaucoup, c'est évidemment très passionnant. Moi, je voulais revenir sur vos couples, et notamment sur le couple Europe-État, et spécialement pour la transition écologique, parce que la transition écologique à l'échelle de la France n'a pas beaucoup de sens. C'est un problème continental, probablement planétaire, et il y a besoin d'une fédération d'États et de politiques communes pour avancer sur la transition écologique. Mais lorsque l'on dit ça, et quand on connaît la floraison et la capacité de Bruxelles à rentrer dans les détails, vous le disiez tout à l'heure, on n'est même pas très certain que cette politique fonctionne. On l'a vu très récemment sur la CSRD avec un report des obligations des entreprises. Et les entreprises que nous représentons au Cercle Montesquieu, nous, on le subit de plein fouet parce qu'on a investi tous beaucoup de moyens pour remplir nos obligations de reporting extra-financier. Et puis finalement, on nous dit qu'il faut peut-être poser le stylo. Et quand on regarde la réalité, par exemple, des appels d'offres marché public, si vous ne vous engagez pas sur ce type de sujet, vos notes de réponse aux appels d'offres sont sous-pondérées. Donc, vous avez tout intérêt à continuer quand même. Donc, on se retrouve avec un décalage d'action locale et puis économique des entreprises et une politique communautaire et puis nationale qui a mis en œuvre cette politique communautaire qui est en décalage total avec la réalité du terrain, en tout cas la réalité où vivent les entreprises. Comment vous, en tant qu'élu local, qui mettez en œuvre beaucoup de choses au quotidien justement en matière de transition écologique, vous le disiez, mais on sait que tout ça vient de Bruxelles, comment cette contraction-là ou cette contradiction-là se gère et donc est-ce qu'on délègue tout à Bruxelles? Comment ça marche sur ce sujet très précis-là qui est nécessairement un sujet continental? Ok. Alors, oui, il y en a un certain nombre, et donc il faut que je commence par, entre guillemets, dézoomer, par expliquer qu'on est confronté à des problèmes écologiques qui n'ont pas tous le monde comme cadre. On a 3 grands problèmes écologiques pour aller vite. Les spécialistes vous diraient qu'on en a plus, mais je vais les simplifier autour de 3. On a l'érosion de la biodiversité, qui n'est pas d'abord causée par le réchauffement climatique, mais par l'artificialisation des terres qui fait qu'au fur et à mesure que vous tuez ce qu'il y a dans le sol, vous finissez par diminuer le nombre de petits insectes qui permettent de nourrir et de remonter la totalité de la pyramide, etc. Plus les pesticides et un certain nombre de produits qui, en accélérant cette mortalité, diminuent une part de cette biodiversité. Vous pouvez restaurer de la biodiversité localement et dire que c'est de la faute du monde entier si ça ne va pas bien, c'est faux. Vous avez des exemples objectifs de réintroduction d'espèces, d'amélioration, qui là
peuvent s'appuyer sur une réalité locale. Et très concrètement, c'est tout bête, mais veiller par exemple à l'éclairage ou à l'absence d'éclairage de nuit pour permettre la bonne reproduction des chauves-souris qui permet ensuite de réguler une partie des rongeurs au sens large, ça a un impact de manière extrêmement précise. Je pourrais là aussi vous parler un certain temps de ces sujets ou de l'impact de la réintroduction des loups sur les taux de reproduction des sangliers pour pallier une partie de la diminution du nombre de chasseurs. Mais c'est un autre sujet. Le deuxième, c'est la pollution plastique, qui est certainement un des sujets les plus préoccupants que nous ayons devant nous. On ingère chacun d'entre nous 5 grammes par mois, c'est-à-dire l'équivalent d'une carte bleue, dans ce que nous buvons et de ce que nous mangeons. Et le plastique, c'est tellement disséminé que partout où on en cherche, on en trouve. Sur le sommet des montagnes, dans le fin fond des océans, dans les organismes des poissons ou des viandes que nous mangeons, etc. Parce que ça s'est disséminé et avec des conséquences qu'on ne mesure pas complètement, parce qu'on vit de plus en plus vieux alors qu'on en mange de plus en plus, mais qui néanmoins participent certainement à toute une partie des dégradations que nous connaissons, et sur laquelle surtout il faut qu'on veille à ne pas atteindre un point de non-retour qui finirait par, là aussi, accélérer les sujets sur la biodiversité ou provoquer des dommages pour la santé. Là, on a besoin d'un cadre mondial, mais on peut poser des règles locales, nationales, qui permettent déjà de diminuer une partie de tout ça. Et puis enfin, on a le réchauffement climatique. La France participe à 0,8% du réchauffement climatique quand je prends les émissions et que je les rapporte aux émissions mondiales. Pour prendre un exemple simple et une métaphore qui avait bien fonctionné quand j'étais ministre, il faut imaginer que la Terre est une copro, qu'on dispose d'un appart avec 0,8% des droits de vote et que le feu se déclare dans notre appartement, comme d'ailleurs dans tous les appartements en même temps. Moi, même si je trouve que les voisins n'éteignent pas suffisamment vite l'incendie dans leur appartement, j'ai quand même tendance à essayer de l'éteindre chez moi, parce que les conséquences que ça a, elles seront bien réelles. Et donc, ça n'est pas parce qu'on pèse que 0,8% que si on attend les autres, ça va fonctionner, parce que si tout le monde est dans une stratégie qui consiste à attendre les autres pour bouger, on n'y arrive pas. Puis il y a un deuxième volet, c'est qu'on a tendance à se concentrer sur comment on baisse les émissions, mais il y en a un deuxième qui est l'adaptation. Comment, puisqu'on va vivre avec des températures plus élevées, on conduit des politiques dès aujourd'hui pour en éviter les conséquences. Je vous donne un exemple. On a dépassé le 1,5 degré. La pente sur laquelle nous sommes, si rien ne change, c'est 4 degrés. Entre 1,5 et 4, ou même entre 2 et 4, je vais simplifier les choses, on n'a pas 2 fois plus de problèmes, on en a 4 ou 5 fois plus. Parce qu'on est sur une pente qui est exponentielle et qui fait que globalement, à 4 degrés, vous avez 5 fois plus de sécheresse qu'à 2 degrés. Vous avez 4 fois plus de jours de canicule. Vous avez davantage de dérèglement du cycle de l'eau. Et pour prendre un exemple peut-être encore plus parlant, le niveau de la montée des eaux fait que, entre un scénario où on arrive à peu près à s'arrêter aujourd'hui, où j'aurai quelques milliers de logements qui deviendront inhabitables avec la montée des eaux, la fonte d'une partie des icebergs, etc. Et un scénario à 4 degrés où je ne fais rien, où là ce sont des centaines de milliers de maisons sur le littoral qui deviennent inhabitables. S'adapter, c'est se poser la question de savoir si je dois faire une digue, puisque je ne peux pas miser sur le fait que tout à coup les Chinois, les Indiens vont arrêter. C'est se poser la question de savoir si je ne dois pas arrêter de construire dans certains endroits, c'est de savoir si dans les mutations que je fais, au moment où je vends, je ne dois pas rendre visible ce risque pour éviter qu'après on ait des gens qui disent « je demande à être indemnisé ». C'est regarder ça en face, c'est changer nos modes constructifs, en particulier sur un sujet juridique qui nous pourrit la vie et dont on parle beaucoup moins, et qui est le retrait-gonflement d'argile. On a 11 millions de nos concitoyens dont les fondations des maisons sont susceptibles de se dilater avec des variations de température qui ensuite provoquent des fissures. Bon. Pourquoi est-ce qu'on parle presque jamais de ce sujet? Parce que c'est globalement la diagonale du vide et que ce sont des classes moyennes inférieures qui sont propriétaires de ces maisons. Qui est propriétaire de la maison qui est la plus proche de la mer et qui sera la première gagnée par les eaux? En moyenne, la valeur au mètre carré est un peu plus élevée que la maison qui est concernée par le retrait-gonflement d'argile, et donc vous avez un biais cognitif dans le temps et la place que prennent les débats, et pourtant la réalité, bref. Et donc là aussi j'ai des sujets d'adaptation. Et donc en fait je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'une échelle globale pour être capable d'avancer, et j'ai besoin d'un cadre local parce que c'est le seul dans lequel je fais les choses. Mon cadre global européen, le problème de l'Europe, c'est pas qu'elle soit ambitieuse, c'est qu'elle entre dans le détail. Et c'est qu'elle finit par être ivre de sa propre envie de réglementer. Bon. Le pire des exemples, moi un des sujets contre lequel je me suis
battu, c'est la norme Euro 7 pour les voitures. Ça peut sembler bizarre qu'un ministre de l'écologie s'oppose à une norme. Pour dire les choses simplement, on explique qu'à partir de 2035, on n'aura plus le droit de vendre des voitures neuves électriques, et dans le même temps, il y a quand même un commissaire qui dit 2035, c'est pas tout de suite, donc on va changer les normes des moteurs thermiques. Enfin, la réaction spontanée des constructeurs automobiles, qui déjà n'étaient pas tous enchantés par la perspective de 2035, c'est de dire on n'a pas des équipes de R&D qui vont s'amuser à regarder quelles sont les normes de moteurs diesel ou essence qui auront une durée de vie entre le moment où vous aurez fini de pondre la directive et le moment où ça arrivera, qu'on peut mettre s'ils se mettent en parallèle sur la manière d'aller contrer BYD et les constructeurs chinois sur la question des voitures électriques. Bon, et si on n'arrête pas de nous pondre des nouvelles normes, là, vous nous demandez, vous envoyez des injonctions contradictoires qui sont problématiques. A l'inverse, j'ai eu du lobbying de demande de normes de la part d'entreprises, notamment sur les produits chimiques interdits et sur REACH, où des entreprises pharmaceutiques vous disent « dites-nous vite quelle est la règle applicable ». Mais en revanche, vous prenez la norme avec un délai entre le moment où vous la prenez et le moment où ça s'applique qui nous permet d'en tenir compte. Parce que le pire, c'est on met le truc sous le tapis, et puis tout à coup, sous la pression des ONG ou des États, on sort le truc, et du coup, il est d'application immédiate, et là, on est mort. Et donc, le sujet, c'est la prévisibilité et c'est la boussole. Sur les néonicotinoïdes, sur les pesticides, je pourrais vous en parler pendant un certain temps, on est à la fois dans l'empire vraiment de la désinformation, c'est-à-dire qu'on met sur un même plan des produits qui n'ont pas les mêmes niveaux de risque cancérigène, en omettant le fait qu'on a éradiqué 98% de ce qu'on appelle les CMR1, c'est-à-dire les cancérigènes, mutagènes, reprogènes, les plus dangereux pour la santé en l'espace de 10 ans, mais en volume, nous n'avons pas diminué le nombre de pesticides que nous utilisons, sauf qu'on remplace les plus dangereux par des moins dangereux, et que c'est globalement le sens de l'histoire, parce que si je les supprime tous d'un coup, je me retrouve à importer des produits de pays qui, eux, continuent à les utiliser, sans qu'en plus ce soit spécifié. Donc je commence par flinguer chez moi mes agriculteurs, et ensuite j'importe des trucs plus néfastes pour la santé qui viennent de l'extérieur. Et l'Europe est quand même le seul continent au monde qui est plus dur avec ceux qui travaillent en Europe qu'avec ceux qui sont à l'extérieur. C'est du protectionnisme inversé. En fait, comme si notre fierté, c'était de majorer nos importations et de baisser notre production nationale. Donc là, on a effectivement d'innombrables problèmes dans ce double standard avec lequel nous faisons les choses. Et comme vous avez des États qui veulent montrer qu'ils sont plus blancs que blancs, on a en plus, indépendamment de ce qui se passe sur le plan européen, deux phénomènes. Le premier, c'est des États qui surtransposent, et le deuxième, c'est des États qui ont des corps de contrôle pour vérifier le respect de la législation européenne quand d'autres n'en ont pas. Parce que les règles sont les mêmes en Espagne et en France sur le travail, par exemple, des clandestins, mais il n'y a jamais de clandestins arrêtés au Maroc, parce que pour tenir en matière de fruits, ils ferment les yeux sur une main-d'œuvre qui travaille au black, quand chez nous, on a une inspection du travail qui est contente d'aller épingler le gars qui n'a pas respecté les règles. Bon. Donc, tout ça pour dire que je ne peux pas blâmer le fait qu'il existe un cadre européen, parce que sur un certain nombre d'éléments, si on ne décide pas à 500 millions ce que sont les standards, on se les fera imposer par le reste du monde. Et que notre pays, malgré la gloire de son histoire, ne peut pas imposer des standards d'un point de vue industriel dans un certain nombre de secteurs, parce que ça ne fonctionnerait pas et qu'on n'a pas la taille critique pour le faire, et que pour lutter face à des pays continents, j'ai besoin de cette stabilité. En revanche, j'ai besoin de stabilité. J'ai besoin d'avoir des règles qu'on ne change pas, j'ai besoin d'avoir des horizons de temps qu'on ne bouge pas, j'ai besoin de pouvoir donner de la prévisibilité aux acteurs économiques, et j'ai besoin surtout de rester dans une neutralité technologique qui consiste à ne pas expliquer aux gens par où ils vont passer en bridant l'innovation ou la capacité à faire. Quand je descends sur le plan local, où je m'arroge cette souplesse, où je profite de celle qui m'est laissée, entre guillemets, très concrètement, nous sommes en train de renouveler notre DSP, nous avons une flotte de bus diesel, on fait sortir ces bus diesel. La première des choses, c'est que je ne mets pas à la casse des bus qui marchent encore. C'est ce qu'il y a de plus stupide d'un point de vue écologique. 80% de l'empreinte écologique d'un véhicule,
c'est sa construction, 20% c'est sa consommation pendant le long de la vie. Donc dit autrement, une voiture thermique, le meilleur service à rendre à la planète, c'est de continuer à l'utiliser jusqu'au moment où elle est cassée. C'est pas de la changer préventivement par une voiture électrique qui va nécessiter de réextraire de la matière. Bon, et donc typiquement, je n'accélère pas mon plan de sortie d'un certain nombre de bus et je rêve d'une technologie de rétrofit qui me permette de garder la carcasse et de changer le moteur, ce qui serait évidemment l'équation qui serait la meilleure. 2, j'utilise de l'énergie que je produis localement. Nous produisons du biogaz, donc nous alimentons nos bus avec du biogaz. Et quand on m'explique que potentiellement, il y a aujourd'hui une réflexion pour que ce soit électrique pour tout le monde, pour les bus, c'est un non-sens, parce que dans un monde complexe où nous avons des territoires qui ne sont pas les mêmes, il faut évidemment qu'on s'appuie sur une pluralité de dispositifs. Alors évidemment, quand on est en entreprise, la gamme ou la latitude n'est pas exactement la même. Si on est honnête, l'instabilité juridique n'a jamais été un motif de plainte excessive des services juridiques. C'est même parfois leur justification et leur raison d'être. Et dans les stop and go, ça suscite du travail. Je ne parle pas pour le cabinet Vogel, je veux dire de manière générale, au moins, le domaine dans lequel, malgré l'IA, les recrutements continuent de progresser, à l'échelle mondiale, c'est le légal. 2, même si on a des variations qui sont insupportables, le plus important, c'est d'éviter le double standard entre ce qui vaudrait pour l'Europe et pour l'extérieur sur tous les champs qui sont des marchés concurrentiels. Et le deuxième scandale, c'est d'appliquer à des entreprises de trop petite taille des niveaux de responsabilité juridique qui deviennent insupportables. Et donc, de mon point de vue, ce n'est pas le fait d'avoir un cap écologique qui est problématique d'un point de vue juridique, c'est le degré et l'épaisseur de ce qu'on demande à des entreprises de petite taille qui devient juste délirant, et c'est le degré de transparence qu'on impose aux grandes alors qu'elles sont dans des marchés concurrentiels où leurs adversaires ne sont pas soumis aux mêmes normes de transparence. Et ça, c'est mortel. Vraiment. Et là, on ne pourra pas réindustrialiser notre continent en n'ouvrant pas les yeux sur un certain nombre de choses. C'est vrai pour le juridique, ça l'est parfois aussi pour le financier. À trop mettre de principes de précaution, à trop mettre de BAL 3, à trop considérer qu'il ne faut pas prêter, le risque c'est aussi d'assécher le financement de l'innovation. C'est d'empêcher des stratégies qui sont des stratégies de réinvestissement sur notre territoire. Donc il faut juste être capable de bien définir le curseur, mais l'essentiel du travail est devant nous. Une dernière question? Oui, vas-y. Attends. Monsieur le ministre, cher Christophe, les échanges ce soir, c'est moins une question, même si ça en demeure une, m'offre l'opportunité de vous faire une invitation. Une invitation qui illustre parfaitement ce que vous avez décrit, mais surtout ce que vous avez fait. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité qui est essentielle de la relation préfet-maire. Eh bien, je me suis adressé au préfet quand vous avez eu l'audace, la pertinence, la lucidité de créer les fonds verts. Il y avait sur cette indication au moins un endroit très fléché pour s'adresser. Je me suis adressé à vous et avec un dossier qui devait peut-être être adapté. Vous avez financé la totalité de notre rénovation énergétique du bloc communal, école, mairie, cantine, et nous rendez aujourd'hui totalement autonomes quant à l'alimentation de ces bâtiments avec du photovoltaïque. En vous écoutant, je me suis dit, ça serait bien de faire l'inauguration. Et pour cette inauguration, je pense qu'il n'y a pas mieux que vous. Et si vous le permettez, je vous invite. Alors, merci pour l'invitation. Je suis impatient de savoir les dates et les conditions. Mais je dis un mot sur le fonds vert parce que je m'efforce de faire ce que je dis. Le fonds vert, c'est pas je crée un truc compliqué, c'est à chaque maire de déterminer quel est chez lui le sujet sur lequel il est mûr et sur lequel c'est pertinent. Et donc, on a supprimé des dispositifs en batterie en disant, voilà, vous avez 14 portes d'entrée, ça peut être la biodiversité, ça peut être la lutte contre la pollution, ça peut être la rénovation énergétique, ça peut être
la pratique du vélo, ça peut être les transports en commun. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, ce soit globalement bon pour la planète et c'est vous qui décidez. En faisant ça, on a généré un effet de levier important puisque ça a suscité, entre guillemets, des investissements sur le long terme. Et je reviens à mon point. Notre obsession, ça devrait être de lutter contre les gaspillages d'argent public. Les domaines dans lesquels j'utilise de l'argent non pas pour préparer l'avenir, mais pour aller m'occuper de gadgets, pour offrir du pain et des jeux à mes concitoyens ou pour faire en sorte d'aller financer du fonctionnement. Et le point commun, entre guillemets, de ces 2 milliards d'euros qu'on avait mis sur la table et qui ont suscité 10 milliards d'euros d'investissement, c'est ça. La rationalité aujourd'hui, c'est de mettre plus d'argent dans nos canalisations d'eau, parce qu'avec 20% de fuite dans ce pays et dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est absurde, en ayant en plus un prix bas, de se priver d'une ressource qui est juste essentielle, en se disant que de toute façon, on n'aura jamais de problème, et l'effort à faire quand vous le lissez, il devient beaucoup moins complexe que quand vous le faites d'un coup. La rénovation énergétique, c'est le fait de mettre de l'argent en investissement qui permettra ensuite de diminuer des factures en fonctionnement et donc de retrouver une part de marge de manœuvre. Aujourd'hui, on met sur le même plan le financement d'une patinoire qui va générer des dépenses de fonctionnement tous les ans parce que ça ne peut jamais être équilibré et que s'il fallait mettre le vrai tarif, ce serait 20 € l'entrée et plus personne n'irait. Et de la rénovation énergétique ou mieux du confortement d'ouvrages d'art dans un contexte où on a des centaines de ponts sur lesquels, faute d'investissement, on prend des risques parce que le poids moyen des véhicules qui circulent dessus ne correspond pas aux charrettes d'il y a 200 ou 300 ans ou aux véhicules intermédiaires, etc. Et donc, il y a des quantités de domaines où il faut retrouver, entre guillemets, un bout de vision rationnelle dans lequel on n'est pas dans la radicalité, c'est pas j'arrête tous les investissements, c'est je regarde ceux qui sont productifs, qui permettent de générer des choses et de susciter de l'emploi local, et à l'inverse, j'arrête des dépenses qui relèvent de formes de gadgets, qui doivent relever de choix individuels et qui ne dépendent pas de la collectivité, et sur lesquels il est souhaitable de faire différemment. Donc on a plein de boulot. Que dans un département comme la Seine-et-Marne, où vous avez un préfet qui vient du Maine-et-Loire, accessoirement, et vous avez un excellent sénateur, on puisse regarder, imaginer si je peux passer du temps. On va évidemment regarder ça, si ça passe à l'agenda. Sans vous mentir, j'ai à la fois la chance et la joie d'avoir aussi bien dans mon agenda une piste cyclable près d'Annecy dans quelques semaines, qui logistiquement n'est quand même pas la décision la plus rationnelle à prendre. Mais voilà, et des choses de ce type, mais je vais évidemment regarder, je suis sensible et à la présence et à la question. Et puis c'est pas comme si nous ne nous connaissions pas déjà depuis un certain temps, chers collègues. Merci Christophe. Au départ, quand je préparais, j'allais dire cette émission, je me suis dit, je vais leur dire que Christophe n'est pas un homme politique comme les autres. Je ne suis pas en politique depuis 50 ans, hein. Mais j'ai rencontré des hommes politiques et puis finalement j'ai trouvé qu'il était très différent. Et après, je me suis dit, non, je ne vais pas leur dire, ils vont s'en rendre compte eux-mêmes, et c'est ce dont ils se sont rendus compte ce soir. Merci Christophe. Merci à vous.